Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un ancien gymnaste français, champion d'Europe par équipe en 1998 et quatrième au sol aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Il est devenu entraîneur reconnu en officiant notamment à l'Étoile de Monaco pendant 20 ans. Il retrouve aujourd'hui l'équipe de France de gymnastique artistique masculine, cette fois-ci comme coordinateur de l'équipe technique avec pour objectif les JO de 2028. Bonjour Thierry M. Bonjour. Alors ça veut dire que vous avez quitté Monaco complet ? Ça y est, ça fait un peu plus de temps. J'ai fait mes bagages, je suis parti en Inde entraîner l'équipe nationale. Voilà, en Inde ? En Inde, ouais. Ça c'est du pari, hein ? C'est une bonne leçon de vie, Ouais. et c'était une superbe aventure. 20 ans dans un club, je dis, mais vous avez d'abord été gymnaste, ensuite entraîneur. Ça fait une vie entière dans la gymnastique pratiquement. Quand on dit vouloir changer d'air, c'est quoi alors ? Ou une nouvelle aventure ? Parce que vous me dites j'avais besoin d'une nouvelle aventure. J'avais besoin d'un nouveau projet, j'allais dire plus grand, voilà, ouais. Parce que je pense que j'étais arrivé... il me semblait que j'étais arrivé à terme à Monaco, ouais. En termes de résultats, avec deux finales de top 12 de suite quand même. Non, mais avec un très beau résultat final. Hein. J'en suis plutôt fier et je félicite tous les gymnastes qui ont participé à ce projet. Des Jeux Olympiques, puisque Kevin Crovetto qui était là avec nous est allé aux Jeux Olympiques avec vous quand même. Des Jeux Olympiques, des championnats du monde, le premier gymnaste monégasque à faire les Jeux Olympiques. Donc effectivement, c'est plutôt un pari réussi. Quand on a été médaillé olympique, champion du monde, est-ce que la réussite, elle se mesure seulement au résultat ? Comment on mesure sa réussite ? Non, absolument pas. Ça ne se mesure pas seulement au résultat. Moi, j'estime que quand un gymnaste donne le meilleur de lui-même et qu'il fait un parcours... peu importe le résultat, ouais. Mais qui se donne à fond et qu'il n'a rien à se reprocher, ça c'est un beau parcours. Alors, moi j'ai cette image de la gymnastique de l'extérieur, d'abord parce que j'étais pas douée en gymnastique. On va en parler d'ailleurs d'être doué ou pas, la génétique, quelle qualité il faut pour être un bon gymnaste, mais quand on regarde la gymnastique de l'extérieur, on se demande, il y a une telle recherche de perfection, on se demande comment on mesure la satisfaction. Vous dites, je suis satisfait de sa performance. Comment on est satisfait de sa performance ? Alors, on est satisfait de sa performance quand on produit, j'allais dire, le plus bel exercice, ouais. Pour lequel on s'entraîne toute l'année, et voire des années. Mais c'est ça la perfection. Alors, un passage aux anneaux, par exemple un programme aux anneaux, parce que tous les gymnastes qui passent aux anneaux font pas les exercices dans le même ordre, donc chacun sa difficulté, etc. On peut le répéter plusieurs années. C'est pas comme au patinage, on change pas de programme tous les ans, si ? Alors si, en gymnastique, déjà on change de programme tous les 4 ans, parce que le code évolue tous les 4 ans, le code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique. Mais c'est surtout que pas tout le monde fait les mêmes exercices, bien évidemment, parce qu'en fonction du gabarit, ouais. En fonction du poids, en fonction de... Il y a beaucoup de paramètres, hein. Et pas tout le monde a les mêmes qualités. Il y en a qui sont plus acrobates, il y en a qui ont des meilleurs appuis, donc qui sont meilleurs au cheval d'arçon. Ouais. Ça dépend des gymnastes. Ça dépend des gymnastes. Alors, plutôt petit, on parlait juste avant de commencer cet entretien, et vous me disiez, en fait, Kevin Crovetto, le gymnaste monégasque, il fait 1m83, c'est grand. 1m83, 81 kg, voire 82 kg. Donc c'est un beau bébé quand même, mais... oui, il me disait d'ailleurs qu'il était obligé de faire attention. Ah oui, après c'est... quand on a un gabarit comme le sien, il faut faire attention. De toute façon, pour être gymnaste de haut niveau, il faut faire attention au quotidien. J'allais dire, c'est plus un rythme de vie que seulement un sport. Hein. C'est une discipline quand même, on est d'accord ou pas Thierry ? C'est une discipline au quotidien. Parce que là, on parle de poids, mais il y a la souplesse aussi. Ça s'entretient, la souplesse. Ou ça, c'est dans le travail qu'on l'entretient ? On entretient la souplesse au quotidien, on entretient le physique au quotidien. La musculature. La musculature, bien évidemment. Et on entretient aussi
le bien-être et suivre, écouter son corps, parce que le corps est important dans la gymnastique. Bah oui, écouter son corps, ça veut dire savoir si on est bien, si on n'est pas bien, si on est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué ? Est-ce qu'on se fatigue vite quand on fait de la gym ? Je dirais pas ça. Je dirais que c'est plutôt un paramètre de comment on accepte la fatigue, comment on la gère. Et c'est plutôt ça, parce que la fatigue, ça fait partie du quotidien des sportifs de haut niveau, pas que de la gymnastique. Ouais. Mais en soi, j'allais dire que c'est une philosophie de vie, et de dire, voilà, c'est dur, mais c'est normal. Parce que, vous dites la fatigue, alors pour ceux qui ne font pas de gym et qui font du cardio, ils voient où est la fatigue, enfin ils la sentent. Celui ou celle qui fait du cardio, au bout d'un moment, il est fatigué, il n'avance plus. Est-ce que c'est la même sensation de fatigue quand on fait de la gym ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Le gymnaste est le premier paramètre pour dire, voilà, aujourd'hui je me sens fatigué, j'ai du mal à faire mes exercices, j'ai du mal à faire mon programme. Et c'est aussi à l'entraîneur de connaître ses athlètes pour dire, ok, aujourd'hui, peut-être que tu es sur le 3e jour de gros travail, on est sur un gros bloc et que il faut que tu réduises un peu aujourd'hui. J'allais dire, c'est plus un échange entre l'athlète et l'entraîneur qui fait qu'on arrive à gérer pour éviter les blessures et pour éviter le surentraînement. La fatigue musculaire, c'est une fatigue de mouvement ? Pas forcément. Ça peut être une fatigue, de routine. C'est pas parce qu'on fait dur. Oui, aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on fait très dur qu'on est plus fatigué. C'est la routine qui. C'est la répétition, quoi. Voilà, qui prend le pas sur la tête et la tête dit non mais j'ai plus envie, quoi. Voilà, ça fait partie de la carrière. Hein. Ça fait partie de la carrière. Alors tout à l'heure vous disiez c'est du quotidien. Est-ce que quand on entraîne, là je m'adresse à l'ancien athlète et à l'ancien entraîneur, est-ce que quand on entraîne, on a des petites recettes pour relancer la machine comme ça ? Quand on a un athlète qui arrive et qui vous dit le matin, tu sais, aujourd'hui je me sens pas, je suis fatigué, et que ça dure, ça fait 3-4 jours qu'il est fatigué, comment on fait ? Parce qu'une fois ça peut arriver. Mais... Après j'allais dire, c'est notre métier aussi. Hein. Notre métier, c'est pas uniquement de donner des conseils techniques et de faire appliquer un programme ou des exercices bien spécifiques. Notre travail en soi, c'est d'être à l'écoute de l'athlète, d'entendre ce qu'il nous dit. Et d'adapter, alors pas tout le temps bien évidemment, parce que c'est pas non plus leur rendre service que de leur dire oui tout le temps, mais on doit être alerte. Mais si on connaît bien nos athlètes, je pense qu'on le voit sans qu'ils nous le disent. Voilà. C'est vrai ? Exactement, oui. C'est-à-dire, vous voyez arriver Kevin à l'entraînement le matin, vous pouviez dire s'il était en forme ou pas ? Bien sûr, je pouvais. Après, Kevin est très expressif sur son visage, etc. Donc je le connais, je ne dire pas comme s'il l'avait fait. Mais, c'est combien d'années de collaboration avec Kevin ? Kevin, c'est 20 ans de collaboration. Je suis arrivé, il avait 12 ans. Voilà, il a aujourd'hui 32, 33. Ouais. Voilà, donc 33 cette année. Donc c'est 12 ans, mais c'est 20 ans, pardon, mais c'est 20 ans à le connaître au quotidien, voire 2 fois par jour, souvent, partir 3 semaines. Voilà, partir 3 semaines en déplacement avec lui. Et quand vous partez avec un athlète qui est plus jeune et qui se retrouve au Japon pendant 3 semaines, bien évidemment, et qui découvre le circuit international, c'est pas facile, parce qu'il faut s'adapter, il faut se faire des amis dans le circuit. Et effectivement, Kevin a toujours matché individuel. D'ailleurs, c'est juste dommage, parce que si on avait vraiment pu fournir une équipe, je pense que la dynamique aurait été différente. Mais il n'était pas suffisamment entouré, c'est ça ? En d'autres athlètes, je parle. Alors, il était entouré d'autres athlètes, mais qui n'étaient pas monégasques. Et donc, il ne pouvait pas aller sur des compétitions internationales à ses côtés. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été... l'aventure aurait été plus simple pour lui si il y avait eu des collègues autour. Des collègues autour. Parce que la gym, c'est un sport individuel ou pas ? Non. Alors, beaucoup de gens vont être surpris. Pour moi, la gymnastique n'est pas un sport individuel. C'est d'abord un sport collectif. Et après, effectivement, quand on se retrouve face à face à la grée, c'est une performance individuelle. C'est une performance individuelle. Mais dans l'esprit, c'est un sport collectif. Donc on gagne en équipe, en fait. On peut gagner en individuel, mais parce qu'on parle gymnastique,
je parle de Simone Biles, évidemment, enfin, je veux dire, comment je peux passer à côté? Elle gagne pour les États-Unis ou elle gagne d'abord pour elle? Alors juste, les Américains sont très patriotes, hein. Ouais. Donc avant tout, elle gagne pour son pays, donc les États-Unis d'Amérique. Mais je pense que c'est la même chose pour chaque pays. Ce qui compte en premier, ou chaque club, hein, ce qui compte en premier, c'est... on ne vit pas la même chose, le côté de victoire individuelle et de victoire collective. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'on gagne par équipe, qu'on fait une médaille par équipe, elle n'a pas la même saveur qu'une médaille individuelle, parce qu'on peut la partager directement avec les coéquipiers. Et quand on fait une médaille par équipe, alors ce que vous avez fait hein, notamment, chacun a son agrès dans l'équipe, ou il peut y arriver qu'on ait les deux dans la même équipe, on ait les mêmes agrès? Alors, on peut avoir les mêmes agrès, hein. C'est à l'entraîneur. C'est un nombre de points? Voilà, c'est un nombre de points. Alors c'est ou une addition de points, ou par exemple pour le top 12, c'est des duels. Mais après, c'est à l'entraîneur de bien choisir le gymnaste qui convient à cet agrès-là, avec le programme qui va avec, pour gagner le maximum de points et éventuellement le maximum de duels. Ouais. Le maximum de duels, alors c'est le cas du top 12, puisque là, alors j'ai croisé Kevin qui me dit on s'est maintenu, il en a beaucoup parlé sur les réseaux d'ailleurs. Ça veut dire que l'étoile s'est maintenue dans le top 12. Ça veut dire, par exemple, dans le même match, je ne sais pas si on appelle ça, ou dans la même rencontre, Kevin il peut faire 3 fois du cheval. Non. Alors Kevin peut faire, en gymnastique, il y a 6 agrès. D'accord. Donc le format du top 12, par exemple, sur le dernier match que Monaco a réalisé, un match de barrage, le format c'était 8 dans l'équipe, Ouais. 3 qui passent, 3 notes qui comptent, mais 3 à chaque agrès. Donc Kevin a le droit de passer, par exemple, sur la finale top 12, il est passé au sol, il est passé au saut de cheval, et il est passé en barre fixe. Voilà. Ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que vous le suivez quand même. Vous êtes plus à l'étoile, mais vous le suivez quand même. Alors aujourd'hui, mon nouveau travail d'entraîneur national, de sélectionneur national pour les équipes de France, c'est de regarder toutes les compétitions. D'ailleurs, ce week-end-là, j'étais sur la demi-finale qui opposait Lille à Orléans. Et en même temps, j'avais... Orléans qui nous a battus. Voilà. Et en même temps, j'avais 2 téléphones pour regarder les 2 autres matchs qui m'intéressaient, et notamment pour suivre le club, bien évidemment, mais surtout pour regarder les gymnastes, le programme qu'ils présentent, s'ils sont intéressants dans une sélection, s'ils ont avancé, etc. Parce qu'avec Kevin, il y a des gymnastes français. Il n'y a que des gymnastes français. Que des gymnastes français. Voilà, ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait, vous me disiez, c'est le problème des équipes qui prennent des étrangers. Les étrangers, dans le top 12, en France, il y a des étrangers? Dans toutes les équipes, il y a des étrangers, sauf Antibes. D'accord. Voilà, mais après, c'est la règle de la Fédération française de gymnastique. Et en soi, en général, si les étrangers sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'en bon niveau, donc ça veut dire que aussi pour le spectacle, pour la stratégie, c'est intéressant. Voilà. Après, effectivement, un gymnaste, j'estime que c'est ça suffit largement. D'accord. C'est-à-dire, dans une équipe, alors admettons, vous avez... donc vous dites que c'est des équipes de 8. Oui. Donc vous pouvez avoir 7 Français et un étranger. Ou dans notre équipe notamment, on a un Monégasque et puis 7 étrangers. Alors... Enfin, c'est pas des étrangers au sens français du terme, puisque le top 12, c'est une compétition française. Voilà, Kevin est considéré comme un Français sur le top 12. D'accord. Voilà. Donc Kevin n'a pas c'est les conventions qui sont signées tous les 4 ans avec la Fédération monégasque et la Fédération française de gymnastique pour faire un accord et dire que la licence qui est prise au sein de l'Étoile de Monaco elle équivaut à une licence française. Est affiliée à la Fédération française de gymnastique. Donc ils sont considérés comme des Français sur des compétitions par équipe. D'accord. C'est un avantage, ça. Enfin, ça veut dire que dans l'équipe de l'Étoile, il peut y avoir 8 Français alors. Exactement. Ouais, c'est plutôt bien, ça. Ouais, voilà. Mais après, le but, c'est quand même de prendre un étranger qui est plutôt bon pour combler... Mais vous aviez pris un Ukrainien, d'ailleurs, il me semble. Hein. On avait pris Ilya Kovtun, qui d'ailleurs a fini vice-champion olympique au bar parallèle aux Jeux de 2024 à Paris, et qui a fait 4e du concours général. Donc, un très, très bon gymnaste et surtout un très, très bon bonhomme. Comment il s'est acclimaté, ça a été ? Parce que c'est quand même une drôle de transition, hein, de s'entraîner et de travailler en Ukraine et puis d'arriver comme ça à Monaco. Oui, c'est vrai que après
Le club de Monaco a vraiment la réputation de bien accueillir déjà les équipes adverses. Ah bah oui, ça c'est sûr, Voilà. on accueille bien tout le monde. Nous. Voilà, c'est plutôt un exemple de bienveillance par rapport aux équipes adverses. Et on avait la particularité de très bien recevoir nos étrangers aussi, nos étrangers, en l'occurrence Ilya Kovtun, et le mettre dans un cocon où il se sentait à l'aise, où il peut venir s'entraîner à la salle, s'il a envie d'arriver 2 jours avant. Cette gestion-là, c'est important pour l'athlète, pour qu'il se sente intégré à l'équipe et bien dans son travail. Alors on sent quand même, Thierry, que pendant ces 20 ans comme entraîneur à l'Étoile, vous vous êtes occupé de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas occupé que de la piste. Ben non, parce que bien évidemment, on a un bureau au club qui s'occupe de beaucoup de choses. Mais après, sur tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est, on va dire, management des athlètes, suivi des athlètes au quotidien, parce que notre travail ne s'arrêtait pas à être dans la salle de 9h à 11h30 le matin et de 3h à 21h le soir. Mon rôle était aussi quand les gyms avaient des problèmes, il faut pouvoir les aider à résoudre ces problèmes-là. Ça veut dire, là je vous écoute parler de votre amplitude horaire, ça fait quoi? Ça fait des journées de combien? De 15-16 heures ça? Alors, en termes d'entraîneur, on va dire que c'est du 9h, 21h. Voilà. Ouais, ça fait 12 heures quand même. Voilà. 12 bonnes heures bien remplies. Ouais, mais comme ça on dort bien. Vous êtes resté actif tout en étant entraîneur? Vous avez continué à vous entraîner personnellement ou pas? Oui, j'essaye de m'entretenir. C'est de plus en plus compliqué, parce que je commence à avoir de l'âge. Mais j'essaye de m'entretenir. On sent la. Alors, je discute avec des anciens basketteurs, des anciens tennismen, et tous me disent qu'il y a un moment où la vitesse d'exécution n'existe plus. Enfin, c'est plus du tout la même. Et donc, il y a un moment où on sent qu'on peut faire. Enfin, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'arrive plus à le faire. Est-ce que c'est pareil en gymnastique? Alors, moi, je m'essaye pas. Oui, c'est pareil en gymnastique. Je m'essaye pas à faire de la gymnastique. Je m'entretiens physiquement, tout simplement. C'est de la salle, quoi. Voilà, ne serait-ce. Ouais. Alors, de la salle, oui, moi, j'aime bien m'entraîner sans poids, sans rien, voilà, que poids de corps. Mais c'est surtout pour mon bien-être, pour commencer. Ouais. Et aussi pour mon travail, parce qu'on est au quotidien en train de manipuler, donc de porter et d'aider les athlètes. Et effectivement, il faut être préparé, parce que quand vous avez un loulou comme Kevin qui fait 80 kilos et qu'il loupe un lâcher à la barre fixe et que vous êtes dessous, il faut le rattraper. Ouais. Voilà, pour le rattraper. Donc, j'allais dire, si vous entretenez pas, je pense que vous êtes à l'hôpital tous les 15 jours. Voilà, c'est quand même un boulot à risque, l'air de rien. Hein. Oui. Puis, alors, on en discutait avec Kevin, mais ça tombe bien qu'on puisse en parler avec vous. La gym, c'est quand même alors, on va pas dire un sport dangereux, mais c'est un sport qui blesse. Alors, oui, c'est un sport qui peut blesser. Voilà, qui peut blesser si on n'est pas bien préparé. Et même si on est bien préparé, j'allais dire, mais tous les sports de haut niveau aujourd'hui sont. Il y a une part de risque. Il y a une part de risque et de danger. Mais c'est ça aussi la beauté du sport. Et cette adrénaline-là que vous avez, ce stress, cette pression, il faut l'apprivoiser en fait. C'est ça aussi la beauté de la gym, la beauté du sport en général. C'est de dire, les gens qui ne sont pas sportifs peut-être ne peuvent pas comprendre ce paramètre-là, mais c'est un paramètre qui va nous servir pour le futur, dans la vie, peu importe le travail. Hein. Ouais, parce que la gym, c'est quand même une école. Hein. C'est une école de la vie. C'est une école de la vie. Hein. Comment on détecte un jeune? C'est-à-dire que vous me dites, Kevin est arrivé, il avait 12 ans. Dès la première fois que vous le voyez sur le tapis, vous dites, il a un truc ou pas? Alors, Kevin, quand je suis arrivé, il faisait déjà de la gymnastique à l'Étoile de Monaco. D'accord. Il avait déjà été entraîné par Sébastien Ferracci. Voilà, mais c'est pas le premier que j'ai repéré. Voilà. C'est pas le premier que j'ai repéré parce qu'il était. Alors, il avait un bon feeling. Par contre, il avait un gabarit compliqué. Et quand on est entraîneur. Trop grand, il était un tout petit peu pâteau. Voilà, il était plutôt, j'allais dire, lourd. Mais ceci dit, avec le travail et au quotidien, il a prouvé que même sans avoir, j'allais dire, la meilleure génétique du monde, il était capable de faire de la gym à un très haut niveau. La génétique parfaite pour un gymnaste, c'est quoi?
Alors, je veux dire, il n'y a plus de génétique parfaite parce qu'aujourd'hui, vous avez des gymnastes qui sont très grands. Ah ouais, il y en a. Voilà. C'est vrai. Donc, ils sont très grands. Ils ont des... Il y a notamment je ne sais plus s'il est ukrainien ou non, hein, ou biélorusse. C'est ukrainien, c'est Liakovtoun. Hein. Ah oui, c'est Liakovtoun qui fait 1m76 et c'est 75 kilos. Hein. C'est grand, ouais. C'est costaud. C'est très costaud. Mais comment on fait? Parce que justement, alors vous me dites, il faut une génétique, mais surtout il faut un rapport poids-puissance. Parce que quand on est suspendu en l'air au bout de ses anneaux, 1 kilo de plus ou de moins, à tracter, c'est pas la même, quoi. Ah non, c'est pas la même. C'est pour ça que chaque gymnaste a un gabarit différent. Mais c'est un rapport, j'allais dire, poids-puissance. Hein. Mais après, ça s'adapte. On n'a pas tous la même force dans les muscles. Hein. On est d'accord ou pas? Complètement. On n'a pas déjà la même génétique, tous. C'est comme ça. Il y a des pays qui sont beaucoup plus explosifs. Les pays d'Amérique du Sud sont beaucoup plus explosifs que les gymnastes européens, par exemple. D'ailleurs, dans le cirque, les trapézistes, ce sont souvent des Sud-Américains. C'est ça. C'est ça. C'est cette explosivité, cette force dans les bras quand même. Il faut pouvoir se... Oui, et après vous avez des gymnastes qui sont forts naturellement. Vous avez des sportifs qui sont forts naturellement. Je prends le cas des judokas, vous avez un Teddy Riner, c'est une force de la nature. Ouais. Et après, bien sûr qu'il y a eu énormément de travail. Mais quelqu'un qui n'est pas doté de la même génétique. Alors, qu'on s'entende bien sur la génétique, Thierry. Vous parlez de Teddy Riner, alors restons sur lui. On peut aussi avoir un autre judoka qui fait 2 mètres et 120 kilos et qui n'a pas la même force que lui. On est d'accord? Absolument. Et musclé, travaillé, etc. Mais qui ne développe pas la même force. Exactement. Et ça, c'est pratiquement de l'ordre du... C'est impossible, c'est on l'a ou on l'a pas. Alors, je ne dirais pas ça. C'est pas on l'a pas. On part avec une base, j'allais dire génétique, mais après ça se travaille, ça s'améliore. C'est aussi le travail des préparateurs physiques qui travaillent à nos côtés. C'est aussi des nutritionnistes. Parce que c'est important ce qu'on mange. Bien sûr. Si on dort bien, si on s'hydrate bien, c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau. Il y avait Hugo Mikalev là, à votre place. Il me disait, j'ai des périodes où tout est pesé, tout est conditionné, tout est mesuré. Voilà. En fait, Théo Andan, par exemple, aussi, il me disait, moi, quand je me fais plaisir, c'est une pizza. Ça semble incroyable, parce que 9 personnes sur 10 aujourd'hui mangent des pizzas comme... Voilà. Après, bon, sans faire de comparaison, on voit aussi l'évolution du français moyen, j'allais dire, qui, à partir de 30 ans, prend 1 kilo par an, quoi. Donc vous imaginez quand vous arrivez à 70 ans, quoi. Ouais. Voilà, c'est aussi ça le... Bon, c'est pas votre cas, hein, parce que... C'est gentil, pas pour l'instant en tout cas. Ceux qui nous écoutent ne vous voient pas, mais c'est pas votre cas. Moi, c'est gentil, mais... Vous continuez de faire attention? Oui, je m'entretiens un tout petit peu, 2-3 fois par semaine, 1 heure, mais voilà, j'essaie de garder ça malgré mon emploi du temps qui est très compliqué en ce moment, parce que j'ai beaucoup de tournées en France à faire. Vous voyagez beaucoup? Oui, je voyage beaucoup, et vous savez, quand vous voyagez, vous n'êtes pas chez vous, donc vous mangez au restaurant. Donc je suis pas très fan, voilà, je suis pas très fan. Donc j'essaie de faire attention, voilà, je mange pas des pizzas tous les jours. ça, c'est sûr, quand on voyage avec un athlète aussi, est-ce qu'on emporte un protocole? Est-ce qu'on impose dans les endroits où il est un protocole? Parce que bon, quand on va faire les Jeux Olympiques, on est au village olympique, mais quand on fait une compétition, on est à l'hôtel. Comment on fait? Alors, on demande des menus sportifs. Oui. Alors, notamment si on a une équipe, il faut toujours prévoir, bien évidemment. Donc, demander, téléphoner avant, demander c'est quoi le menu sportif, est-ce qu'ils ont un menu sportif. Sinon, on leur demande de faire un plat bien adapté l'avant-compétition. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'on mange avant une compétition? Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a des matins, je me lève pour aller courir, je suis zéro gaz. Et d'autres, ça va mieux. Donc j'imagine que c'est ce que j'ai mangé la veille qui va mieux ou moins bien. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que l'alimentation, il fait beaucoup. Hein. On est une machine aussi, hein, donc il faut l'alimenter. Il ne faut pas la suralimenter, il ne faut pas la sous-alimenter. Après, vous dire ce qu'il faut manger, je ne connais pas votre organisme et votre façon de fonctionner, mais
Après, au quotidien, vos athlètes, vous les connaissez et vous savez ce qui leur convient. Et en même temps, je ne suis pas pour les priver, parce que je trouve que c'est pas bien. Donc, un athlète doit manger ce qu'il a besoin de manger. Et il doit surtout se connaître. C'est cet apprentissage-là qui fait de lui un champion ou pas. Oui, parce qu'il y a ça encore. Hein. On peut être un athlète, un bon athlète, et puis un champion. Ben, la différence Plusieurs entre catégories, hein. Voilà, mais après, la différence entre un bon athlète, un très bon athlète, et celui qui décroche des médailles aux Jeux, ben, c'est peut-être ces 10%-là de suivi psychologique, de suivi physique, d'alimentation, d'hydratation, de sommeil, de bienveillance au quotidien pour produire la meilleure performance. Ouais. C'est, en vous écoutant comme ça, je me dis, est-ce qu'il y a quand même des moments où on peut être, pas au repos, mais moins en alerte, moins... Est-ce que ça arrive? Pour moi, une carrière de sportif de haut niveau, c'est du 365 jours. Ouais. Alors, si on est au repos, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à notre sport. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas de la visualisation. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire une petite séance de muscule, même si on est en vacances 10 jours. On peut aller se faire une petite séance de préparation physique. Ouais. Voilà, c'est dans le quotidien, je vais dire, c'est dans le bien-être. C'est ça qui est intéressant. C'est comme une drogue, hein. On en a besoin. Lisa Pou me disait, le problème quand on arrête de nager plus de 2-3 jours, c'est qu'on perd certaines sensations et que ça prend du temps pour les récupérer après. C'est pareil en gym, il y a des sensations qu'on perd. Alors il y a des sensations, on perd déjà très vite en physique, hein, quand on s'entraîne 6 heures par jour, 5-6 heures par jour, et qu'on passe à plus rien. Bien évidemment, si par exemple on arrête une semaine complètement, ben, il faut au moins une semaine pour revenir au même niveau auquel vous avez arrêté. C'est ce que disait Théo, ouais. Il me disait 1 jour, 2 jours, on ne perd pas, mais une semaine, c'est au moins une semaine. C'est ça. Pour revenir à un niveau qui est à peu près comparable. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça veut dire, donc on imagine, là, 20 ans de carrière, et combien en tant qu'athlète avant? Une bonne vingtaine d'années aussi. Ça fait combien? Ça fait 0 congé, jamais, quoi. Pas souvent. Alors, vous savez, moi, j'ai toujours mis en priorité, en tout cas, ce que... On n'a pas beaucoup de vacances, mais quand on en a, on en profite. Il faut en profiter. Voilà, parce que j'allais dire, les gens qui sont presque trop souvent en vacances, ils ont plus plaisir là d'être en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est quelque chose de... Pour moi, c'est évident. Je peux m'imaginer. Moi, je peux m'imaginer. Je fais partie de cette catégorie qui se dit que si on en a trop, on n'apprécie plus. Mais pas que des vacances, hein, de tout. Ça, hein. C'est comme tout, exactement. C'est... Tout ce qui est too much, c'est too much. Voilà, donc je pense que vraiment il faut savoir profiter des bons moments, il faut savoir apprécier les bons moments, mais pas s'en habituer non plus. Ouais. À quel moment dans votre... Parce que bon, vous êtes né pas loin, hein, vous êtes né à Ollioules, c'est pas très loin d'ici. À quel moment vous vous dites la gym, ça va être ma vie? Je pense que j'ai pris ma décision... Déjà, je suis rentré au centre d'Antibes, j'avais 11 ans et demi. Ouais. Et j'ai commencé la gym très tard, à 10 ans. Donc, je suis rentré très vite. Pour un gymnaste, c'est tard, hein, oui, 10 ans. Oui, c'est tard, ouais. C'est vrai. Parce qu'on a déjà développé, le développement psychomoteur, j'allais dire gymnique, hein, n'a pas été réalisé assez tôt. Mais en soi, je vais vous dire, après, le travail fait la différence aussi. Donc, il n'y a pas... Il y a... j'allais dire l'idéal, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a des cas qui sont... On peut être en dehors de l'idéal. Exactement. Vous avez des exemples de gymnastes aujourd'hui qui sont au très haut niveau et qui n'ont pas suivi exactement la bonne route ou la route idéale? Je vais vous prendre, pour ne pas aller chercher bien loin, Julien Gobot, hein, qui quand même a été le meilleur gymnaste du club, qui maintenant est circassien, et au Cirque du Soleil, donc. Et qui est rentré à Antibes à l'âge de 12 ans. Il en est ressorti à 14 parce que ça s'était pas très bien passé, il n'avait pas très bien vécu, etc. Donc après, il m'a rappelé quand il avait à l'âge de 15 ans, première s'entraîner à Monaco. Et de 15 ans à 18 ans, il s'est entraîné une fois par jour.
voilà, j'allais dire, pour se faire plaisir, etc. Et un jour, je lui ai posé la question, j'ai dit, écoute Julien, pourquoi tu veux pas faire du haut niveau? Il me dit, j'ai pas le niveau. J'ai dit, moi je pense que tu as le niveau. Tu as le niveau, tu as les compétences, tu as le gabarit parfait. Après, ce qui te manque, c'est du travail, c'est tout. Et il vous a suivi. Voilà, il a eu un déclic et il s'est dit, ok, je vais essayer. Et effectivement, ça a été le meilleur français pendant 5-6 ans. Ça a été le meilleur français, et surtout, est-ce que lui, il s'est réconcilié avec lui-même? Parce que quand on pense qu'on n'a pas le niveau, est-ce qu'il s'est dit, bon, ça y est, j'y suis, quoi? Vous savez, c'est une satisfaction de faire des résultats. Déjà, c'est un challenge personnel, de se dire, ok, je me suis fixé ça, j'y suis arrivé, j'ai passé un palier. Le palier d'après, c'est celui-ci. Et ça marche comme ça, c'est pas... Alors, bien sûr que tout le monde rêve d'être champion olympique. Oui, en particulier en gym, champion olympique de gymnastique, c'est quand même un titre... c'est le Graal. C'est le Graal, hein. C'est le Graal, mais... Je dirais que c'est pas exactement la même chose que champion olympique en basket, quoi. C'est ça. En gymnastique, il y a un truc... Bon, d'abord, c'est une des disciplines fondamentales, hein, des JO, la gymnastique. Donc, c'est une de celles qui est depuis le début. Voilà, et c'est celle qui est le plus médiatisée, j'allais dire pratiquement pendant les Jeux Olympiques, c'est la gymnastique. Hein. Et c'est le seul moment où effectivement la gym est mise en avant, et c'est pour ça que ça devient aussi l'objectif de tous les sportifs amateurs. Pour se montrer, ouais. Voilà, exactement. Parce que comment vous expliquez que la gym, en dehors des Jeux Olympiques, parce qu'il y a quand même... Alors, notamment on parlait du top 12, mais il y a quand même des compétitions qui sont des compétitions de très haut niveau, en dehors des JO. Comment vous expliquez qu'elles ne soient pas du tout couvertes? Elles ne sont pas couvertes. Je pense ce qui nous manque aussi dans notre sport, c'est un meneur, une image porteuse qu'on n'a pas en gymnastique, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a quand même pas de médaille olympique ou de champion, mis à part Saïd Al-Samir, qui bien heureusement, j'allais dire, redore le blason et l'image de la gymnastique. Mais c'est vrai, masculine en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a cette petite épine dans le pied qui fait que... Ce déficit, vous le dites gentiment, mais moi ce déficit de champion en fait. Exactement. Parce qu'un sport, pour qu'il soit... Alors, on le voit là avec le tennis de table. Le tennis de table, voilà. avec les frères Lebrun. On l'a vu avec Martin Fourcade qui a fait exploser le biathlon. Voilà, un sport... Avec le marchand, avec... Ouais, c'est ça. Un sport, pour s'imposer, il a besoin de champion, quand même. Exactement. Il a besoin d'une image, il a besoin de montrer quelque chose et de donner cet exemple-là et qui après est relayé par les médias, etc. Ouais. Et là, effectivement... l'apport de licenciés est plus important toujours après les Jeux Olympiques quand on obtient des médailles. Mais du coup, comment vous expliquez que ce déficit de champion, est-ce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui se mettent à la gym aujourd'hui, c'est ça? Alors, effectivement, chez les garçons, c'est un peu compliqué parce qu'à la base, quand vous parlez de gymnastique, la gymnastique, c'est pour les filles. Voilà, c'est 75% des licenciés de la fédération. Ce sont des filles. Ce sont des filles. Voilà. Mais alors que quand même un gymnaste, et notamment aux Jeux Olympiques, on se rend compte à quel point c'est aussi masculin. Ah oui, complètement. Et puis c'est de la performance pure. Hein. C'est de la performance pure. Mais c'est vrai que cette résilience-là, elle est pas si évidente chez les gens. Vous voyez, c'est pas... Chez une personne lambda, ne peut pas s'imaginer, dire mais pourquoi je vais m'entraîner 6 heures par jour? Pourquoi faire en fait? Parce que vous dites 6 heures par jour, ça fait plusieurs fois que vous le dites, c'est le minimum, enfin en tout cas c'est le tarif si on veut être à ce niveau-là, quoi. C'est la fourchette de travail, c'est une semaine d'athlète de haut niveau en gymnastique, c'est du bi-quotidien. Donc c'est 3 plus 3. Ouais, j'allais dire c'est 2 entraînements le lundi, 2 entraînements le mardi, 2 entraînements le jeudi, 2 entraînements le vendredi, un entraînement le mercredi avec une récup, et un entraînement le samedi avec une récup. En dessous de ça, on n'est pas dans le... J'allais dire, on joue pas dans la cour des grands. Ah, c'est ça. Donc quand vous parliez tout à l'heure des champions olympiques, ceux qu'on a vus à Paris 2024, c'est ça leur rythme d'entraînement, minimum. C'est ça. Les Américains s'entraînent 35 heures par semaine, les Ukrainiens sont à 40 heures par semaine. Ouais. Voilà, nous les Français, on est à 30 heures par semaine. Mais c'est un minimum. Après, ça ne veut pas dire que
le volume est plus intéressant que la qualité. Mais il y a un minimum de volume à avoir et un minimum de qualité de travail. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. En gym, en tout cas, ça n'existe pas. C'est vrai ? Ah non. Et la chance n'existe pas non plus. Ah oui, ça c'est vrai, ça. La chance Est-ce que c'est pas décourageant pour les athlètes, ça ? Non, parce que justement, c'est pour être champion, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas un coup de poker, c'est pas un hasard, c'est pas voilà, c'est vous n'aurez jamais quelqu'un qui va sortir du chapeau là et qui va vous faire une médaille olympique que vous n'avez jamais vue. En gymnastique, ça n'existe pas. C'est sûr. Oui, il n'y a pas ce qu'on appelle dans d'autres sports des upsets, quoi. Il n'y a pas un type qui est dans le tréfonds du classement mondial et puis qui tout à coup se retrouve premier au classement des JO, quoi. Ça n'arrive pas. Non. C'est-à-dire que généralement le podium des JO, dans l'ordre ou dans le désordre, on l'a, quoi. Alors, au moins, j'allais dire parce que bon, il y a des qualifications aux Jeux Olympiques. Ouais. Les 8 meilleurs vont dans une finale par agrès. Chaque agrès, le saut, les arçons, les anneaux, le saut de cheval, barre parallèle, les barres fixes. Mais effectivement, dans ces 8-là, vous en avez au moins 7 qui sont, j'allais dire, des habitués des médailles sur les Coupes du Monde, sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde ou les Jeux asiatiques. Voilà, c'est des gens qui sont quand même dans le système, qui sont reconnus par leur qualité de travail par les juges. C'est un peu comme dans le tennis, le top 10, quoi. C'est un peu, il n'y a pas de surprise. Quand on arrive sur un tournoi, le top 10, on le connaît. Alors, en gymnastique, maintenant, sur le nouveau code, j'allais dire la chute, l'erreur coûte très cher. C'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, on a beau avoir répété 300 exercices dans l'année et à avoir réussi, j'allais dire 280 sur 300. Ouais. Mais au bout du compte, ceux qu'on a ratés, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Mais oui. Alors, et vous pouvez très bien réussir 300 fois et arriver en compète et tomber. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, si vous n'êtes pas préparé à cette échéance-là, dans le cadre dans lequel vous allez tomber, il y a tellement de paramètres que, j'allais dire, c'est pour ça qu'un entraîneur qui a un vécu de gymnaste de haut niveau peut, à mon avis, peut accompagner ce gymnaste-là, en tout cas ces gymnastes, dans ces paramètres-là qui sont... il faut les avoir vécus. C'est des paramètres de santé mentale ? Oui, aussi, en priorité. En priorité. Je pense que j'en suis sûr que la santé mentale fait partie intégrante du haut niveau. Hein. Quand vous voyez que... Vous parliez tout à l'heure de Simone Biles. Simone Biles a eu des twisties, donc ça veut dire des pertes de figure acrobatiques, mais c'est pas la seule. Ça existe en trampoline, ça existe en plongeon, ça existe dans beaucoup de sports. Au patinage. Alors avant, on disait mais il n'y arrive plus. C'est pas, j'allais dire, c'est pas une fatalité. Voilà, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des twisties, d'avoir des pertes de figure, d'avoir des pertes de motivation. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent décoder, ça veut dire que, admettons, elle pouvait faire un triple salto arrière, et du jour au lendemain, elle n'arrive plus à le faire, quoi. C'est ça ? C'est ça. Bon, alors, elle n'y arrive plus. Elle part et elle va s'arrêter en l'air, elle va bloquer, elle va se poser des questions. L'athlète va se poser des questions. J'y vais pas. Et c'est ça les twisties. Cette hésitation, ça fait rater la figure. C'est le doute. C'est alors pour l'anecdote, un de mes très bons amis et entraîneurs de Simone Biles, Laurent Landy et Cécile Landy, donc ils sont des anciens gymnastes de ma génération et qui sont tous deux entraîneurs de Simone Biles. Et Laurent me racontait, il me disait que Laurent Landy me disait, mais elle est incroyable, c'est une pépite. Et Laurent est super bienveillant et il me disait, mais je comprends pas ce qui lui arrivait. Il me disait, alors ils ont travaillé, ils ont beaucoup échangé, elle a eu un suivi avec un préparateur mental, un psychologue, un sophrologue. C'est ça les athlètes de haut niveau. C'est le petit grain de sable peut enrayer la machine. La mécanique peut se gripper, ouais. Exactement. Bon, elle est pas grande, Simone Biles. Non, Simone. Alors moi, je l'ai jamais vue en réalité, mais elle est pas grande de ce que j'ai eu l'impression. Elle doit faire 1m45, je pense. 45. Ouais. C'est pas grand quand même. Hein. Non, c'est pas grand, mais c'est explosif. Et pourtant, elle est pas enfantine. Mais en fait, quand on la voit à la télé, elle fait pas. Elle fait pas petite. Elle fait pas petite. Non. Parce qu'elle est petite en taille, mais elle est grande en valeur gymnique. Et quand ça passe à la télé, elle a quelque chose qui ressort où, j'allais dire, la taille, elle n'apparaît même pas. C'est super promo pour la gym Simone Biles quand même. Ah non, mais c'est une super promo et surtout qu'elle a développé, j'allais dire, beaucoup de facteurs dont personne ne parlait avant. Hein. Les twisties,
le bien-être. Elle n'a pas peur de dire, moi, pour ma santé mentale, je vais partir en vacances. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Je travaillerai plus en rentrant, mais pour l'instant... Exactement, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin... Et c'est vrai qu'auparavant, dans le sport de haut niveau, tout ça, c'était compliqué. Les athlètes ne le disaient pas. Voilà. Si on n'était pas bien, on ne le disait pas. On estimait que c'était notre faute, alors qu'effectivement, c'est pas forcément notre faute. C'est le quotidien, c'est le ras-le-bol, c'est quand on craque un peu, ça fait partie de... Est-ce qu'il y a une sorte de timidité peut-être ou d'introversion? C'est quoi qui fait que jusqu'à présent on n'en parlait pas? Parce que déjà, c'est pas un sport connu. Ouais, déjà, c'est pas un sport qui est beaucoup médiatisé. Et Oui, parce qu'elle, c'est une superstar. Donc, elle peut, c'est ce que vous dites, comme c'est une superstar, elle peut se permettre aussi. Oui, et moi je trouve que c'est bien, parce qu'elle ouvre des champs qui n'existaient pas avant. Ouais. Elle ouvre l'esprit aux gens en disant, vous savez, je ne suis pas championne gratuitement. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. Vous avez beau penser que je suis méga douée et que je suis capable de tout faire, il y a des moments où même moi, je n'arrive pas. C'est un être humain, c'est une personne physique qui pratique un sport, j'allais dire, mécanique. Non, mais c'est vrai ce que vous dites là, Thierry, c'est que souvent quand on la voit évoluer, d'abord, son niveau technique de performance est tellement énorme que c'est presque, et en particulier avec la télé, etc., on n'est pas à côté d'elle, donc on en oublie presque la réalité, quoi. Ça tourne presque aux jeux vidéo, quoi. On a l'impression que c'est un truc qui n'est pas réel, quoi. C'est ça, elle est tellement réglée comme une horloge. J'allais vous dire que... Mais c'est ça le sport de haut niveau, c'est d'être réglé comme une horloge, c'est de pouvoir faire son mouvement 150 fois à la suite sans tomber. C'est ça un champion. C'est pas... Le coup de chance n'existe pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, j'écoute parfois les commentaires sur les compétitions de gym, et ils disent il n'était pas prêt. C'est ça alors. On peut ne pas être prêt. Ça veut dire qu'il a tenté un truc dont il savait que potentiellement, il n'était pas 100% sûr de le réussir. Exactement. La performance, c'est... il faut laisser zéro facteur sur le côté. Parce que... Ça ressemble un peu au cirque, ce que vous dites. Parce que tout à l'heure, vous aviez dit que Julien Gobot, qui est maintenant circassien, il y a un esprit qui se retrouve dans la compétition de gym et monter un numéro de cirque. Parce que pareil, on ne peut pas on peut pas venir sur la piste si on n'est pas sûr qu'on peut réaliser l'exercice qu'on propose, quoi. C'est ça, notamment dans les acrobaties, on ne s'improvise pas, on n'est pas... J'allais dire, on n'a pas un rôle de clown. En tout cas, Julien, dans son numéro de barre fixe, n'a pas un rôle de clown. Il a un rôle de performance. Mais d'autant plus spectaculaire en plus. Spectaculaire, voilà. Et qui n'est plus... il le vit différemment. Parce qu'il me dit, c'est complètement différent. Je fais mon travail. Je dois le faire avec précision parce que vous savez, il tourne en barre fixe à plusieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son numéro. C'est incroyable son numéro. Voilà. Incroyable. C'est presque, là aussi, c'est Simone Biles, quoi. On se dit comment est-ce qu'un être humain, enfin là en l'occurrence ils sont plusieurs, peut faire un truc pareil, quoi. C'est ça, ils sont réglés. Et c'est, vous voyez, vous parliez de sport individuel ou d'équipe. Là, la performance, elle est de groupe, elle est d'équipe. Ouais. Ils sont plusieurs à tourner autour d'une barre fixe. S'il y en a un qui fait une faute technique, qui ne fait pas ce qu'il doit. Exactement, qui part au mauvais moment ou qui a un décalage dans le timing, vous savez que ça peut être catastrophique en termes de blessures. Ouais. Et oui, exactement. Donc c'est aussi de la bienveillance, de la vigilance et de la performance, parce que c'est la technique, attention, c'est très hyper technique. C'est hyper technique. Parce que c'est ça aussi, les gens se disent, parce que je vais voir du cirque, ils n'ont pas la même notion de technique, mais en fait c'est une technique qui se ressemble. Complètement. Tous les anciens gymnastes qui sont au Cirque du Soleil, c'est tous en tout cas, ils ont tous été des très bons gymnastes. Ils sont pas pris au hasard. Ils sont pris sur des qualités bien spécifiques. Alors des qualités physiques, des qualités psychologiques, parce que c'est une vie à part aussi, le cirque. C'est plusieurs représentations par jour parfois. C'est jusqu'à 3 shows par jour. Des fois changer chaque semaine de ville, voilà, c'est s'adapter. Vous parliez tout à l'heure de cette rigueur, de cette discipline. Est-ce qu'elle arrive à s'adapter, cette discipline? Parce que vous disiez on voyageait beaucoup, on voyage toujours beaucoup, puisque là vous parlez de coordination de l'équipe de France, c'est du voyage aussi. Pour les athlètes avec vous, sur des compétitions, est-ce que ça s'adapte, une routine? Oui, ça s'adapte. J'allais vous dire, quand on a fait du haut niveau,
je pense qu'on est prêt à tout, en fait, quoi. En tout cas, On est prêt à tout. Non, mais on est préparé, je veux dire, au pire. Si je peux le dire comme ça. Ça veut dire que ça a tellement été quand même un parcours qui est sinueux, hein, que presque quand vous rentrez dans la vie active, vous dites waouh, en fait, le boulot dans ma vie active est moins compliqué que ce que je faisais en sport de haut niveau. Ouais, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que c'est une école de la vie et qu'une fois que vous avez fait du haut niveau, vraiment du haut niveau, je pense que c'est de parer à affronter la vie au quotidien. Ouais, c'est une réflexion qu'on se faisait, je ne sais plus avec quel athlète qui était là et qui me disait j'ai l'impression qu'on arrive après dans la vie active, on a déjà fait des choses que les étudiants sont en train d'apprendre. C'est ça, c'est pour ça que dans les conférences, dans les grosses entreprises, ils font souvent appel à des sportifs de haut niveau pour expliquer leur vécu, pour expliquer leur résilience, leur capacité, leur capacité à s'adapter, à rebondir, voilà, exactement. À appréhender les situations. Est-ce que vous avez un souvenir d'un moment où un de vos gymnastes, ou même vous-même, vous avez dû faire un gros effort mental sur un événement en particulier Alors, parce que moi j'ai toujours l'impression que le gymnaste qui chute, c'est celui qui n'était pas 100% concentré. C'est vrai ou pas? Oui, il y a la concentration, il y a la préparation, il y a... Je vous dis, c'est plein de paramètres qui sont qu'il faut savoir gérer. Et c'est ça la différence. C'est cette différence-là à la fin qui fait le champion ou pas. C'est ça, parce que bon, moi, par exemple, les barres, ça a toujours été un exercice qui m'a fascinée. D'abord parce que j'ai grandi avec les images de Comaneci à Montréal, qui fait ce passage aux barres parallèles qui est absolument dingue. Et en même temps, où je me dis, mais elle n'a jamais peur? Si. On a peur. Quand on est gymnaste, on a peur. On a des refus. Et en fait, c'est... On a des refus. Alors, on arrive devant, par exemple, au saut, on arrive devant le trampoline juste avant et on s'arrête? On ne fait pas le saut qu'on doit faire. C'est ça le refus. C'est ça un refus. Quand je dis refus, c'est... Vous refusez de faire la difficulté qui était initialement prévue. Mais c'est ça qui s'apprend. C'est ça qui s'apprend au quotidien. Tous les gymnastes y passent au refus? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Tout le monde. Même si vous le dites pas, tout le monde passe. Alors l'athlète qui se retourne vers vous et qui dit, et vous lui dites, mon gars, bienvenue dans le club, quoi. C'est ça, t'inquiète pas, c'est normal, ça fait partie de ton processus d'apprentissage. C'est ça la gym au quotidien. C'est pas tous les jours rose. Hein, on ressort pas tous les jours content de l'entraînement. On doit toujours ressortir avec quelque chose de positif pour avoir une raison d'y retourner le lendemain. Mais en soi, au fond de vous, vous savez que quand vous êtes mal entraîné, vous le savez. On n'a pas besoin, l'entraîneur n'a pas besoin de vous le dire, vous le savez. Si vous êtes consciencieux, vous le savez, et vous vous dites, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire demain pour pas faire les mêmes bêtises que j'ai fait aujourd'hui? Et l'entraîneur de son côté va réfléchir, va dire, ok, aujourd'hui il a fait ça, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas été performant aujourd'hui? C'est ça le boulot d'entraîneur ou de gymnaste. C'est une école, ouais. C'est une école. C'est une école. Et là, je me dis, est-ce qu'avec tout ça, il y a de la place pour autre chose que la gym? Oui. Oui? Oui, mais oui. Bon. Ah, c'est cool ça, merci. Mais oui, je m'attendais à un truc du style, non, c'est un sacerdoce, c'est alors, pas possible. Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération, pour le coup, qui était beaucoup plus dur sur l'entraînement. Les entraîneurs étaient beaucoup plus durs que ce que le sont aujourd'hui les entraîneurs. Mais je l'ai tellement bien vécu, j'allais vous dire que, en fait, vous oubliez les mauvais souvenirs et vous gardez les bons. Et si c'était à refaire, je le referais. Et c'est vrai. Bien sûr. Et c'est Kevin aussi, je vous rassure. Voilà, pour moi, ça l'a pas traumatisé les entraînements avec vous, ça les a. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est un sport difficile. Ça veut pas dire que vous prenez pas du plaisir à le faire. Mais c'est pas au quotidien. Voilà, il faut. En tout cas, pour le très haut niveau, je parle. Hein, voilà. Mais alors, ça me rassure, il y a quand même la place pour autre chose. Pour une famille, par exemple, il y a de la place pour une famille. Bien sûr qu'il y a une place. Parce que la vie de famille pour un athlète, c'est compliqué quand même. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Après, je pense que
moi, j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui était elle-même athlète de haut niveau, donc qui a fait les championnats du monde en gymnastique, les Jeux olympiques, etc. Ouais. Donc, elle sait ce que c'est. Même aujourd'hui, je dois partir 5 jours par semaine. Elle sait ce que c'est. Je vais pas me... Ça fait partie de mon travail. Ouais. Ça a été toute ma vie, en fait. Toute ma vie, j'ai fait ça. Déplacement. La sienne aussi, finalement. Mais la sienne aussi. Donc, voilà. Et alors, vous avez 2 garçons. 2 garçons. Comment ils ont vécu ça? Ils font de la gym, eux? Alors, il y en a un qui fait pas de gym, qui est agent immobilier sur Paris. Voilà. Mais qui a fait de la gym petit, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et c'était pas fait pour lui, tout simplement. En tout cas, Alors, 2 parents gymnastes peuvent avoir un enfant qui n'est pas gymnaste? Absolument. Absolument. Moi, je leur ai toujours laissé le choix à mes 2 garçons. Génétiquement, il était fait pour ou pas? Non. Les 2 sont faits pour. Mais c'est ils mental, alors. Ouais. Voilà, exactement. Ils étaient faits pour physiquement, mais en tout cas le plus grand, mais pas mentalement, parce qu'ils disaient, moi, c'est trop dur pour moi. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'avoir ces contraintes-là. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Et l'autre a fait de la gym? Alors l'autre fait toujours de la gymnastique, donc qui est maintenant au club de Franconville à Paris. Mm-hmm. Voilà, qui va faire sa rentrée là, à l'INSEP là au mois de juin. Ah ouais, donc ça veut dire que s'il fait sa rentrée à l'INSEP, il est pas mauvais, quoi. Non, il est pas mauvais. Voilà. Après, et après c'est le travail. Il est pas mauvais. Ah non. Il a vous beaucoup. Lui dites quoi alors? Il faut travailler. Il a beaucoup de qualités. Après, je vous dis, maintenant il a 19 ans, donc je lui ai toujours expliqué les choses. Maintenant, il les comprend un peu mieux et je lui dis, tu sais, la gym de haut niveau, c'est ça, c'est cette résilience-là que tu dois avoir au quotidien, le travail et surtout sur la durée, parce que c'est ça vous savez, c'est comme un entonnoir. Au début, vous en avez 300. Et à la fin, il y en a 5 qui font les jeux si on se qualifie par équipe. Sinon, il y en a 0 voire 1. Voilà. Donc, vous comprenez que pour certains, ça soit vu comme de l'ingratitude totale. On se dire, avec tout ce que j'ai donné, je me qualifie pas, ça vaut pas le coup. Alors, moi, je le vois pas comme ça parce que qu'est-ce que vous recevez aussi? Pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça vous apprend et qu'est-ce que vous recevez? Pour moi, ce retour-là, il a plus de valeur que l'investissement que vous donnez. Ouais. Voilà. Alors revenons sur l'Inde juste une seconde, parce que je me dis c'était quand même un sacré pari. Vous êtes partis à 2 en plus, puisque votre épouse est partie à 3 avec un des fils. C'est ça. Donc c'est quand même un pari incroyable. Quand on a une vie aussi réglée, aussi voilà, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche comme ça un jour? Parce que l'Inde, alors ok, vous aviez envie d'une autre aventure, etc. Mais c'est plus qu'une autre aventure là. L'Inde, c'est un autre monde. J'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin peut-être de manager, j'allais dire, une équipe, parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 an, j'étais entraîneur national à Monaco. Ouais. Voilà, mais avec un seul athlète. Voilà. Ce qui était une très belle aventure et un très beau challenge. Même si à côté j'avais une équipe qui est aussi qui a fait des très bons résultats. Mais j'avais envie de passer à une autre dimension, de voir autre chose aussi, de voir comment ça se passe ailleurs. Même si j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger, je connaissais pas l'Inde. Je me suis dit tiens. Vous étiez basé où en Inde? À Bhubaneswar, donc dans l'est, à côté du Bangladesh. À côté du Bangladesh. Voilà. Ouais. Mais c'était incroyable. C'est vrai? Ouais, je me suis régalé. La vie quotidienne, ça allait? La vie au quotidien, c'était pas facile. C'est pas toujours facile quand on vit là-bas. Au début, vous arrivez les 3 premiers mois, vous dites, ouais, ça va. Après, vous dites, ah ouais, c'est quand même... c'est dur. En fait, la vie est dure là-bas, surtout pour les Indiens. Mais comme vous vivez avec eux au quotidien, à l'entraînement, tous les jours, vous vous dites, waouh, c'est... en tout cas, quel bel exemple. Moi, quelle belle aventure j'ai vécue de voir les gymnastes, les coachs qui étaient avec moi, voilà, on a vraiment bossé ensemble. C'était quelque chose pour eux, c'était un gros changement d'avoir un entraîneur européen. Ils ont que les entraîneurs indiens, quoi. Et ils sont restés dans avec leur culture, leurs coutumes, leurs habitudes. Leurs habitudes sociétales. Voilà. Et en fait, moi, je suis arrivé là, je leur ai dit bon, ok, parce que j'étais head coach, donc je leur ai dit écoutez les gars, faut changer. Faut plus faire comme ça, on va faire comme ça, Il y a 1 an, ils ont énormément progressé, ils ont appris autre chose, je les ai amenés en Europe, faire un tournoi, voilà, parce qu'ils sont jamais leur pays quand même, c'est compliqué, voilà, donc pour moi, c'était une superbe expérience. Une aventure humaine, quoi. Une aventure humaine,
vous savez, une leçon de vie en fait. Je vais vous dire, c'est vous passez de l'extrême à l'extrême, vous passez de Monaco quand même en Inde. Vous avez senti la difficulté de la société indienne et de la pauvreté autour de vous? Vous l'avez senti? Oui, la caste, les castes. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de qui alors moi j'étais pas dans ce cas-là parce que j'étais plutôt en haut, voilà. Ouais. Mais en tout cas avec mes collaborateurs, entraîneurs, etc. Je leur ai toujours dit, les gars, on est tous là ensemble, on est dans le même bateau et on va tous ramer ensemble. C'est comme ça, c'est ça le sport en tout cas, et le sport de haut niveau, c'est ça. On va ramer ensemble et je veux pas être au-dessus de vous et c'est absolument pas mon but. Parce que en fait là-bas, quand vous avez vraiment que vous êtes olympien, vous avez fait les Jeux Olympiques, pour eux c'est vraiment un grade supérieur. Ah bah, ouais. Ça veut dire que vous êtes vénéré, c'est spécial quand même. Hein. Quand vous arrivez, ils vous touchent les pieds, ils vous appellent jamais coach ou ils appellent sœur, quoi. Pour eux, vous êtes au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux, voilà. ouais. C'est vraiment spécial. Bon, et maintenant retour à Antibes, alors retour avec les Français. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans cette aventure française? Bon, tout à l'heure, vous l'avez plus ou moins dit, hein. Il faut une médaille maintenant. Hein. Voilà, déjà, il faut une qualification olympique, parce que vous savez, ça fait quand même 2 cycles que, donc 2020, et 2021 et 2024, l'équipe de France masculine ne s'est pas qualifiée pour les Jeux. Aujourd'hui, ma mission première est de qualifier l'équipe pour les Jeux, de qualifier une équipe masculine pour les Jeux olympiques. Il faut les trouver, les 8, hein. Là, pour l'équipe de France, c'est 6. Donc voilà, c'est 6, mais c'est vrai que voire 5, c'est 5 même, la sélection, je ne sais pas du monde, c'est 5 pour les Jeux Olympiques. Mais après, vous savez, on a du talent en France. Il faut savoir l'exploiter, il faut savoir peut-être changer les façons de faire, changer l'état d'esprit. Et en tout cas, on a fait notre premier test du collectif France hier en Antibes. Hein. Donc, m'avait gentiment invité, donc je suis venu, j'étais juste à côté, en voisin. Mais j'ai vu des bonnes choses. Je suis plutôt optimiste. C'est mon tempérament. C'est bien ça. Voilà. Mais puis vous avez déjà fait des choses, parce que amener le seul athlète monégasque aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de départ. Donc, bien sûr. On peut se dire que c'est possible. Maintenant, c'est à multiplier par 5 parce qu'il faut que j'amène une équipe. Hein. Mais c'est pas il faut que j'amène, c'est que tout le collectif d'entraîneurs, parce que je ne suis pas tout seul, bien évidemment. C'est moi l'entraîneur national et le sélectionneur, mais je travaille avec une équipe. Et c'est ça la force la force de notre sport, c'est de travailler en équipe et de dire, OK, parce que chaque gymnaste entraîne dans des centres différents. Il faut que tout le monde produise le bon travail, que tous les entraîneurs choisissent le bon programme. Donc c'est du travail en commun qu'on fait au quotidien. Et c'est ça le challenge. C'est de dire on va donner un autre élan au secteur masculin en gymnastique en France, aussi bien chez les petits que chez les grands. Voilà. Ça, c'est du challenge. Hein. Est-ce que Thierry, quand il a commencé la gym à Ollioules, il s'est dit un jour je serai sélectionneur national? Absolument pas. Absolument pas, parce que je vais vous dire, je suis pas un carriériste. Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je cours pas après ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un challenge, et c'est ça qui motive. Vous voyez, c'est pas forcément d'être entraîneur national, d'avoir un titre bien particulier. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est bien sûr que c'est une fierté. Hein, c'est ma nation, c'est mon pays. J'ai fait les Jeux, je sais ce que c'est. Donc on a cette saveur-là et cette chance de l'avoir fait. Et on a envie de le transmettre. Mais c'est pas quelque chose qui m'interpelle plus que ça. Voilà, Alors on dit quoi? On dit objectif Los Angeles? J'espère bien qu'on puisse partager les Jeux Olympiques avec une équipe de France présente et éventuellement un monégasque. Voilà. Avec grand plaisir, et en tout cas, on va voir la délégation monégasque dans son ensemble au village olympique. Merci Thierry, Merci et bonne chance. Merci beaucoup.